Et on ouvre le second débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Michel Amiel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires sociales. Également sur ce plateau, Damien Leguet, bonjour. Vous êtes membre du Conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Vous êtes par ailleurs philosophe et essayiste. Merci d'être sur ce plateau. Merci. J'accueille également Jean-Luc Romero. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADMD, c'est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Merci d'être avec nous. Et Bernard-Marie Dupont, bonjour. Vous êtes avocat, médecin, vous êtes professeur de philosophie, spécialiste d'éthique médicale. On va bien sûr ouvrir le débat aujourd'hui avec cette question pour vous, Michel Amiel. Est-ce que la loi de 2016, qui instaurait, on s'en souvient ici, au Sénat, ça avait fait l'objet de nombreux débats, une sédation profonde et continue, est-ce qu'elle doit être revue aujourd'hui selon vous ? À mon sens, non. Mais évidemment, vous vous adressez à celui qui a porté la loi au Sénat et qui l'a défendue, je dirais, avec une certaine vigueur d'un côté et de l'autre. Puisque la sédation profonde et continue à laquelle vous faites allusion, d'un côté comme de l'autre, était considérée comme une hypocrisie. Pour les uns disant que ça allait trop loin, puisque c'était une porte ouverte à une euthanasie active, et pour les autres, suivant l'idée que ça n'allait pas assez loin, au contraire, et qu'il fallait carrément légiférer, et je crois que le mot est important, sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté. Cette loi me paraît intéressante, elle est mieux connue du corps médical que ce que fut la loi Leonetti 1, pour l'appeler par son nom précédente, et à mon avis, elle répond à la dignité, puisque c'est le mot, de finir sa vie correctement, tant sur un plan médical que sur un plan éthique. Donc, pour moi, je ne suis pas favorable à revisiter cette loi pour le moment, d'autant plus qu'un des points que j'avais à l'époque mis particulièrement en avant, c'est la grande misère des soins palliatifs. Tant que nous n'aurons pas, pour un pays comme le nôtre, avec le système de santé qui est le nôtre, suffisamment développer les soins palliatifs, aussi bien dans un cadre hospitalier que dans un cadre de maintien à domicile, pour ceux, et ils sont nombreux, qui veulent mourir chez eux. Je pense qu'il ne faut pas aller vers une solution, excusez-moi du terme un peu fort, une solution expéditive qui consisterait à en finir par un geste actif, que ce soit euthanasie ou suicide assisté. Voilà ma position. Jean-Luc Romero, ça vous fait réagir ce que vous venez d'entendre ? Évidemment, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord évidemment avec les soins palliatifs, sauf que vous êtes parlementaire et que ça fait 15 ans qu'on est un certain nombre à demander l'accès universel aux soins palliatifs, qu'on nous en parle tout le temps et que l'argent n'est jamais là. Comme par hasard, aux Pays-Bas, en Belgique, où il y a la légalisation de l'euthanasie, les soins palliatifs sont accessibles par tous, donc c'est pas, on ne se fait pas euthanasier parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs, et ça c'est un vrai problème. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, mais moi je serais heureux que toutes ces associations qui se battent pour les soins palliatifs hurlent un peu plus, parce que c'est quand même scandaleux qu'en 2017 on soit encore dans cette situation. Après, pour le reste, évidemment, moi je me bats pour une loi qui soit une loi complète. On en est, parce qu'on nous parle de la deuxième loi Leonetti, il faut être honnête, c'est la troisième. Parce qu'on a quand même oublié qu'il y a eu la loi de 2005, qu'en 2008, il y a eu une autre mission parlementaire, là c'était à l'Assemblée nationale, avec une loi dont tout le monde a oublié ce qu'il y avait d'ailleurs dedans, et puis une troisième loi en 2016. Est-ce que si ça fonctionnait si bien, on aurait besoin d'avoir 3 lois ? Enfin, vous voyez, vous vous rendez compte, en si peu de temps, autant de lois. On voit bien d'ailleurs que c'est traité d'abord toujours que d'un point de vue médical. On nous parle sans arrêt des patients, mais c'est toujours des médecins qui parlent des patients. D'ailleurs, regardez, toutes les missions ont été confiées à des médecins. Et j'ai rien contre les médecins, mais ça pose quand même un problème. La mort, c'est la mort de chacune et de chacun d'entre nous. C'est d'abord une question éthique. Et ce n'est pas une affaire médicale, même si évidemment tout le monde doit être associé, et particulièrement, bien sûr, le corps médical. Et donc, tant qu'on traitera ce point de vue que d'un point de vue médical, on arrivera à ce qui se passe. Aujourd'hui, on a Jean Mercier, 89 ans, qui passe devant la Cour de cassation. Anne Berthe, il y a quelques semaines, qui est partie. Anne Berthe, qui a quelques semaines, qui a dû partir en Belgique. Aujourd'hui, un monsieur de 90 ans dont on apprend qu'il est aussi parti, en Suisse il y a quelques jours. Est-ce que c'est normal, comme à une époque, c'est les femmes qui devaient fuir la France pour se faire avorter, c'est-à-dire celles qui en avaient les moyens d'ailleurs, est-ce que c'est normal d'avoir aujourd'hui ceux qui peuvent, et tant mieux pour eux, fuir à l'étranger pour mourir comme ils souhaitent, et puis les autres qui sont dans une totale inégalité, qui ne peuvent que se débrouiller tout seuls.
Peut-être une question pour vous, Bernard-Marie Dupont. Est-ce que la situation qui a été rappelée avec ces 2 cas particuliers, ça nous oblige à réfléchir à une évolution de la loi et peut-être notamment dans le cadre de la révision des lois de bioéthique? Qu'en pensez-vous? Alors, les cas particuliers nous obligent à réagir de manière plus large. Alors, j'ai 2 points d'accord avec M. Romero, qui sont que la mort n'appartient pas au corps médical, en tout cas ne doit pas appartenir aux blouses blanches. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, démédicaliser le problème et le politiser dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il faut en faire un débat de société. Et puis, la deuxième chose, c'est que le fait d'avoir légiféré, vous avez dit 3 lois, alors 2 lois, 3 lois, c'est quand même le signe que probablement la loi, sur un certain nombre de dossiers, ne répond pas ou ne répond qu'en partie à un problème qui est un problème probablement plus large et un problème de société. Donc d'accord aussi avec M. Romero pour dire que c'est un problème éthique. Après, on peut avoir des divergences sur le fait de savoir s'il faut aller plus loin ou s'en tenir à une situation. Mais je crois que vraiment aujourd'hui, on doit démédicaliser le problème et poser la question en termes de société. Vous avez rappelé l'affaire Mercier, je ne ferai pas de commentaire, 89 ans, mais on est aussi dans une population qui vieillit considérablement et on a le grand âge qui avance, je crois, à visage découvert. C'est une bonne nouvelle. Si qui est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, ouais, c'est-à-dire que vivre vieux n'est pas nécessairement bien vivre. Mais quand on vieillit bien, c'est formidable. Mais il y a un certain nombre de problèmes de société qui arrivent et qu'il faut poser clairement sur la table avec franchise. Damien Leguet. Plusieurs choses. La première, c'est que le vrai scandale, monsieur le sénateur l'a indiqué, c'est qu'il y a une forme d'inégalité absolument insupportable des Français à l'égard des soins palliatifs et à l'égard de la mort. Il y a 80% des Français qui pourraient avoir accès aux soins palliatifs et qui n'y ont pas accès. Il y a une mauvaise... C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'information, de formation des médecins? C'est une question d'information, d'argent, de disponibilité, d'organisation des hôpitaux. Donc d'offre de soins. On peut renvoyer d'offres de soins, on peut renvoyer la responsabilité à la fois aux politiques, ça c'est vrai, et aussi à l'hôpital qui a du mal à se réformer et qui a du mal à mettre au centre de sa préoccupation, pour ce qui concerne la fin de vie, la question des soins palliatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le constat, il a été fait par le Sénat, il a été fait par tout le monde, il a été fait par le Comité national d'éthique, c'est que les bonnes pratiques pour soulager la souffrance ne se fait pas, la révolution médicale des médecins et des hôpitaux ne se fait pas. Donc on se trouve dans une situation qui est un peu malheureusement bloquée et qui fait que la France se retrouve en situation où elle veut, et les Français veulent massivement à la fois soulager la souffrance et à la fois propager et s'offrir à eux-mêmes les soins palliatifs, et cette révolution-là ne se fait pas pour beaucoup de raisons. La deuxième chose, c'est que la loi Leonetti, elle est malheureusement mal connue ou mal appliquée, ou le corps médical ne s'en est pas emparé comme il aurait dû effectivement s'en emparer. Et donc, face à des situations ou à des cas qui sont pour partie artificiels et pour partie organisés, en particulier par la DMD. On organise les souffrances des gens. On organise, non, mais c'est terrible ce que vous dites quand même. Pensez à ces gens dont on parle quand même, parce qu'il y a un peu de respect pour eux. On n'organise pas les choses. On les accompagne. On les accompagne. Non, mais dites pas ça. C'est l'exemple même. Pour Anne Berthe, vous vous rendez compte pour Jean Mercier. Anne Berthe, vous vous rendez compte? Anne Berthe, donc ça fait effectivement depuis le début de l'année, elle est membre de la DMD. Et alors, c'est pas une honte, j'espère pour vous. Je n'ai pas dit que c'est une honte, mais c'est simplement c'est un acte de lobbying, de lobbying et de militantisme. Elle a décidé seule, de faire de son combat individuel un combat collectif pour montrer la difficulté de sa situation. Donc en soi, respectez-la au moins. C'est une démarche qui peut être respectée et elle peut être respectée. On peut respecter les personnes absolument et complètement, et ne pas respecter effectivement cette instrumentalisation des situations. Donc vous ne nous respectez pas, c'est ça, ce que vous dites. Vous ne respectez pas la DMD. Terminé, Damien Leguet, je vous donne la parole, Michel Amiel. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de vous entendre là-dessus. C'est intéressant moi, je vous respecte. Parce que moi, je me bats pour les soins palliatifs. Et je me demande ce que vous faites depuis votre association quand même, qui quand même a ce rôle-là. Est-ce que je peux juste les parlementaires, qu'est-ce que vous faites depuis 15 ans, si ce n'est que nous dire qu'il faut des soins palliatifs? Non, mais y parler parce que vous parlez tout seul. Non, mais je vais vous poser une question. C'est un débat, tout le monde a droit à la parole. Voilà, non, mais je vais vous poser la question. Parce que vous donnez beaucoup de leçons, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'on ait des soins palliatifs? Je suis membre de la DMD. Non, mais vous êtes une association. Je suis membre de la. Ah, vous êtes membre de la DMD? Bah, bienvenue. Non. Si vous révélateur. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre association de soins palliatifs? Moi, je me bats comme vous pour l'accès universel, pour qu'on les ait au lieu d'en parler tout le temps. Jean-Luc Romero, on va donner la parole à Michel Amiel, si vous voulez bien, notamment sur ces 2 cas précis, effectivement. Le cas d'Anne Berthe, hélas, est un bon cas pour discuter de ce que l'on veut faire.
Exactement. Elle était atteinte d'une maladie terrible, la maladie de Charcot. Et elle a décidé, à un moment donné, je dis bien à un moment donné, de ne plus vivre. Dans un cas comme celui-là, maladie neurodégénérative, aujourd'hui incurable, je dis bien aujourd'hui incurable, à quel moment doit-on pratiquer l'euthanasie à la demande du patient qui en souffre ? Pour poser la question de façon plus juridique, moi qui suis d'abord médecin et après juriste en tant que parlementaire, il y a une distinction entre être pour ou contre l'euthanasie et pour ou contre légiférer sur l'euthanasie. C'est pas du tout la même chose. Prenons l'autre pratique, le suicide assisté. Le suicide assisté est ce qui est pratiqué en Suisse. En Belgique, c'est plutôt l'euthanasie active. Sauf erreur de ma part, le suicide n'est pas illégal en France. Je dirais n'est plus illégal. Pourquoi on poursuit Monsieur Mercier pour assistance au suicide si c'est pas illégal? Attendez, c'est une vraie question. On parle on parle. Il y a un problème là. Oui, mais il y a la façon dont les choses se faites à un moment donné. Donner suicide et suicider, c'est pas pareil. Je reviens au cas d'Annebert. À quel moment considérez-vous qu'on doit ouvrir ce droit à l'euthanasie? Au moment du diagnostic? Enfin, vous savez aussi bien que moi qu'entre le moment où on va diagnostiquer cette affection en particulier et le moment où on va atteindre un stade terminal, il va passer un certain temps. Est-ce que, selon vous, au moment où le diagnostic a été posé, chez Annebert ou chez bien d'autres, là ça a été médiatisé pour un certain nombre de raisons, mais peu importe, c'est pas le sujet, on peut ouvrir immédiatement le droit à l'euthanasie? Parce qu'après tout, un patient peut très bien avoir le droit de dire « je suis atteint d'une telle maladie, il n'est pas question pour moi de continuer à vivre avec ». Je vais vous répondre là. J'ai posé une question parce qu'elle me paraît importante. Non, vous êtes quelqu'un de suffisamment sérieux pour savoir que c'est pas dès qu'on apprend un cancer ou une maladie. Vous savez, moi j'ai appris il y a 30 ans que je vivais avec le VIH. À l'époque, tout le monde en mourait. J'ai pas demandé l'euthanasie à ce moment-là. J'ai eu cette envie de vivre comme beaucoup. Ouais. Annebert, elle n'a pas demandé dès qu'elle a appris. Elle a fait tout un parcours et au moment où elle a commencé à ne plus pouvoir être indépendante, puisque je vous rappelle que Annebert, les dernières semaines, les derniers mois, moi je l'ai vue au début du mois de septembre, elle ne pouvait plus se déplacer seule, elle ne pouvait plus utiliser ses bras. Mais vous répondez pas à ma question. Mais si, je vous dis, à partir de... Mais quelqu'un a quand même le droit, mais à partir du moment où le patient on fait la demande, c'est ça? De quel moment? À partir du moment, si vous avez une maladie qui vous entraîne des souffrances physiques et psychiques insupportables, vous pouvez demander, et vous savez que c'est quand même vérifié par des médecins, parce que dans tous les pays, quand on nous dit tout ça, vous nous dites, mais comment on pourrait faire? Mais vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi en Belgique? Pourquoi aux Pays-Bas? Pourquoi au Luxembourg, il n'y a aucun homme politique sérieux, de droite comme de gauche, chrétien-démocrate, qui ne veut revenir sur cette loi-là? C'est bien parce que cette loi, elle répond à des demandes. Certes, c'est des demandes qui sont, par exemple en Belgique, de 4,5% des morts, mais c'est des milliers de personnes. Ces milliers de personnes, elles ont le droit d'être entendues. Et alors, arrêtons de nous dire comment vous allez faire. Ça se fait dans les autres pays. Ça se fait sans dérive. Et les dérives, c'est ici, parce que je vous rappelle quand même que dans le cadre de la loi... Mais c'est quoi la question? Je vous dis... Quel est le périmètre de la loi? La loi, nous on veut la loi belge, la loi hollandaise, la loi luxembourgeoise. Point barre. On veut que cette loi-là, qui fonctionne sans dérive, contrairement à la loi Leonetti qui amène... Damien Leguet, ensuite Bernard-Marie Dupont aussi, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Allez-y. Non, ce qui est très intéressant sur le cas d'Annebert, c'est qu'effectivement, il me semble que la DMD puisse considérer qu'il s'agit là d'un cas d'euthanasie, c'est, il me semble, aller à l'encontre du combat qui est le vôtre. Si vous, maintenant, vous savez le combat mieux que nous, c'est formidable. Oui, allez-y, Damien Leguet. Ça serait bien que vous répondiez à ce que vous faites pour qu'on ait des soins palliatifs. Ça, c'est votre boulot quand même. Écoutez, j'hésiterai pas. On aimerait bien savoir. Allez-y, Damien Leguet. Donc la première chose, c'est ça. C'est que, si vous voulez, le problème, c'est que cette dame n'était ni en fin de vie, ni dans des souffrances réfractaires. Donc, dans les cas d'euthanasie tels qu'on les définit ou tels que la loi est susceptible de... Elle n'avait pas de souffrance. Je peux finir ma phrase ou pas? Ah non, mais dites pas ça, quand même. Respectez-la. Allez-y, Damien Leguet, terminez. Moi, je veux bien, monsieur Leguet, mais ne dites pas qu'elle n'avait pas de souffrance. Parce que la dérive... Je vous donnerai la parole après, Jean-Luc Romero. Laissez finir Damien Leguet. Parce que la dérive... Écoutez, comment on peut dire des choses comme ça? C'est inhumain. Si vous vous rendez compte l'inhumanité de vos propos... Si je peux terminer... C'est inhumain pour un médecin. De toute façon, c'est toujours inhumain. Tout ce qu'on dit contre vous, c'est toujours inhumain. Ce que je vous dis simplement, c'est que la dérive qui est la vôtre, et qui est la dérive aussi de la Belgique, c'est de considérer qu'on passe de souffrances réfractaires en fin de vie à des souffrances
psychiques ou à des souffrances morales ou à des souffrances qui supposent qu'on peut avoir accès à l'euthanasie. Donc il y a une forme d'universalité. Donc la maladie de Charcot n'existait pas chez Madame Ardan-Bert. Donc il faut est-ce qu'on peut euthanasier un dépressif il faut considérer. Voilà que non. Bon, et ben alors c'est ça la bonne question. C'est le périmètre de l'euthanasie. Mais c'est quand même incroyable d'entendre. Mais peut-être aussi vous allez, comme parfois on l'entend quand vous n'avez pas la souffrance mentale est inférieure. Mais non, mais attendez, avoir une dépression, ça peut se soigner, monsieur. Non, ça peut se soigner. Mais comme on entend parfois quand vous êtes une grande en face de vous nous dire que nous défendons aussi le suicide des jeunes qui auraient des chagrins d'amour. Arrêtez de dire n'importe quoi. Nous défendons des choses sérieuses. Et d'ailleurs, nous proposons que tout soit dans le système tel qu'il est fait en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, tel que nous le voulons, il est contrôlé. Parce que les personnes, il y a des médecins qui vérifient qu'elles sont dans cette position. Bah non, mais c'est pas un débat. Mais quand vous dites des choses, quand vous attaquez comme ça Madame Manbert, que vous dites que cette femme n'a que des souffrances psychiques. Une euthanasie, c'est un suicide ou un suicide assisté. Voilà. Bon, cette femme n'avait pas une maladie de Charcot, n'avait pas des souffrances. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont la maladie de Charcot peuvent. Mais non, mais s'ils le souhaitent, oui. Mais s'ils ne le veulent pas, non. Mais non, je vais oui. Ceux qui le souhaitent, oui. Cette confusion qui est la vôtre. Mais en quoi donc une personne. Mais je veux dire, Jean-Luc Romero, si vous voulez bien, on va donner la parole à Bernard-Marie Dupont, qu'on n'a pas beaucoup entendu sur ce plateau. Vous parliez tout à l'heure d'un débat de société, on le voit, il est très vif à travers les interventions ici. Est-ce que vous pensez que la société française y est prête à ce débat? On a vu, lors notamment du débat au Parlement, beaucoup d'opposition s'exprimer. Je crois que le débat, il est vif, on le voit autour de cette table, avec de chaque côté, je pense, des arguments sincères. J'en viens à ce qui... Enfin, si j'essaye de faire une synthèse, je serais d'accord avec mon confrère médecin pour dire que la question du périmètre est essentielle, c'est-à-dire où poser, vous serez d'accord avec moi, monsieur Romero, je pense là-dessus, où poser la limite. Voilà. Tout le monde est d'accord. Quand vous suivez un patient sur une longue carrière, de l'annonce ne serait-ce que d'une maladie grave jusqu'au moment de sa mort, il peut passer par différentes phases, par du renoncement. Bon. Une de mes profs de philo a été aussi atteinte de la maladie de Charcot. Je crois qu'elle militait à la DMD et finalement elle a souhaité ne pas mourir. C'est son choix. Donc il y a la question du périmètre qui est centrale, à laquelle ne répond pas nécessairement la loi, puisque la loi, dans sa brutalité, pose la légalité ou l'interdit. Et donc, c'est aussi un problème que de coller à quelque chose qui nous échappe en permanence, par exemple à nous médecins, c'est-à-dire le mou, le flou, la limite, la frontière, le no man's land, avec la rigidité de la loi. Ça me pose vraiment problème. Maintenant, je comprends le combat que vous menez, qui est d'après moi plus un combat philosophique qu'un combat juridique et médical. C'est-à-dire que, comme le dit Camus, la seule question qui vaille finalement, c'est celle du suicide. Je ne choisis pas mon entrée sur scène. Est-ce que je ne peux pas choisir le moment de ma sortie? C'est une vraie question, vous êtes d'accord avec moi, qui est une question philosophique essentielle. On est bien d'accord. Moi, j'ai une grande difficulté à transformer une question philosophique en une question à la fois de doctrine de droit et puis aussi en termes médicaux. Alors, juridiquement, c'est un débat contradictoire, donc il y a les deux thèses. Quand j'entends dire que c'est facile nécessairement dans le droit, je ne suis pas si sûr. Fascicule 66-10 du juriste classeur civil, vous avez l'opposition d'un certain nombre de juristes à la possibilité de légaliser. D'autres vont dire exactement le contraire, je vous l'accorde. Mais attention à ne pas s'égarer. Je pense que c'est une vraie question que vous posez, celle de savoir si on peut ou pas choisir l'instant de sa sortie. Et du coup aussi la question de est-ce que cette possibilité peut être ou pas encadrée par un droit. Je n'arrive pas à trancher cette question. Si j'ajoute le périmètre médical, je suis perdu. Michel Lamiel, vous avez rejoint le parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Quelle est sa position pendant la campagne présidentielle? Il s'était prononcé en faveur d'un droit à mourir dans la dignité. Est-ce que vous pensez qu'il est favorable aux révisions de loi de bioéthique et à ces dispositions qui concernent la fin de vie? C'est quoi mourir dans la dignité? Oui, exactement. Je veux dire, on ne peut pas réduire, me semble-t-il, la mort dans la dignité à la question de l'euthanasie ou du suicide assisté. La sédation profonde et continue, qui a peut-être bien des inconvénients, mais permet effectivement de mourir dans la dignité. Alors certains diront qu'en poussant un petit peu la dose, on arrive à l'euthanasie telle que vous la préconisez. C'est M. Leniti qui dit
dans une interview au Figaro, la sédation terminale qui est à la limite de l'euthanasie. Et d'ailleurs, vous le reconnaissez. On va vous endormir, vous n'allez jamais vous réveiller. Ouais. Moi, c'est là où je ne comprends pas cette hypocrisie. Quand on nous dit sur la loi... Alors, le mois en premier, je peux quand même un peu répondre, parce que je suis quand même le seul contre trop, même si vous êtes, je reconnais, extrêmement modéré face à ça. Mais ce qui est d'ailleurs assez amusant, toujours des médecins, où sont les gens? Parce que c'est quand même... Dans notre pays, c'est quand même une majorité de gens qui meurent. C'est pas que des médecins. C'est quand même embêtant de voir toujours des débats où on a 3 ou 4 médecins et puis un pauvre patient qui est là en face ou un militant associatif. Non, mais attendez, je voudrais quand même le dire. Là, on ne se sortira jamais. Non, mais permettez, vous êtes à 3 à parler, vous êtes 3 sur les mêmes avis. Donc, je peux aussi donner l'avis qui est quand même celui d'une majorité des Français. Aller faire un micro-trottoir, vous verrez que les Français sont quand même plutôt d'accord avec ça. Alors, moi, j'entends quand vous dites que c'était une question philosophique. C'est bien sûr une question philosophique. Moi, en bonne santé, vous savez, j'ai eu sida, cancer, etc. Alors arrêtez de le dire, diabète. Non, mais c'est toujours le truc qu'on entend. Moi, je suis désolé, je suis un patient et ma réalité, elle n'est pas si méprisable que ça. La réalité de personnes très âgées qui sont au bout de leur vie, la réalité d'Anne Berthe qui, comme vous dites, n'était pas en fin de vie, c'est absolument fausse, vous dire, qui est très malade, qui a une maladie qui est quand même terrible. Enfin, voilà, il faut arrêter de mépriser tout ça. Et d'en haut, de dire il y a la seule solution, alors que c'est ça qui est quand même un peu terrible, c'est que moi je me bats pour les soins palliatifs, c'est tout ce que vous voulez, moi je me bats pour que tout le monde peut accéder aux soins palliatifs. La seule grande différence, c'est que je dis que les soins palliatifs, dans un certain nombre de cas, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas, et je dis aussi que dans notre société, on a le droit de refuser d'aller dans des soins palliatifs. Et on a l'impression ici qu'on est passé de l'acharnement thérapeutique à l'acharnement palliatif. C'est-à-dire que quand on ose dire on veut pas y aller, c'est comme si on était un criminel. Il faut qu'on entende ce discours-là. Et c'est pour ça que ce serait bien qu'il y ait des débats un peu plus équilibrés où on entend d'autres avis, d'autres gens qui disent ça. Et pas toujours des gens qui sont opposés, qu'on entend et on a l'impression que c'est la vie générale du pays. Non. La vie générale du pays, c'est qu'on veut une loi équilibrée et qu'on veut surtout qu'on sorte du débat médical dans lequel on nous enferme à chaque fois. On n'est pas que dans un débat médical, aussi dans un débat politique et parlementaire. Puisqu'on n'est pas dans le débat médical, et je respecte contrairement l'aspect passionné que vous avez sur le sujet, soyez-en certains. Vous dites, arrêtons de mettre les médecins au milieu. Bon, premièrement, je ne vais pas m'excuser d'être médecin. J'ai suivi des patients jusqu'au bout de la vie pour des raisons philosophiques pendant 35 ans. Soit dit en passant, j'ai eu 4 cas. J'ai suffisamment le recul et le souvenir, 4 cas de demande d'euthanasie active. Y compris de gens que je connaissais depuis bien longtemps, qui m'avaient toujours dit « Docteur ou Michel, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, il y a des relations d'empathie qui se créent, tu sais ce qu'il faut faire, et puis en pratique, ça ne se passe pas comme ça. » Pourquoi voulez-vous absolument, puisque vous voulez écarter le corps médical... Mais j'ai pas dit ça. Mais si, vous n'arrêtez pas de le dire. Ça ne peut pas être qu'un débat. Pourquoi un débat avec des médecins. Allez-y, Michel Amiel. Moi, je suis médecin, je suis parlementaire, pardonnez-moi. Parlementaire. Alors, en tant que parlementaire, personne n'empêche le suicide. Personne n'empêche le suicide. Puisqu'on veut ramener ça à un débat philo... Oh, monsieur. Il y a quelques années, il y a un livre qui avait été... des suicides sont des suicides violents. Il y a quelques années, suicide, mode d'emploi, livre qui avait été censuré. N'importe qui. Alors, il faut du courage pour se suicider. Il faut trouver les médicaments pour ne pas se rater. Il n'y a rien de plus simple. Pourquoi qu'il n'y a que 15% Mais vous connaissez les statistiques Oui, je les connais. Du tout. 52% des gens se suicident par pendaison parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Laissez finir Michel Amiel. Oui, mais il faut aussi dire des vérités. Romero essaye de faire le fact-checking. Vous donnez l'impression, en caricaturant les propos, d'avoir le monopole de l'avis sur le sujet. Excusez-moi, mais ma position, qui est une position... Comprenez. On a été invité. Oui, mais c'est normal. Moi, je n'ai pas dit, je ne viens pas si M. Romero est là. Alors que vous l'avez eu fait. Et je crois à ce même débat. Voilà. Je connaissais votre position. Vous m'avez même invité un jour à Marseille à venir débattre sur le sujet. Où vous aviez 200 partisans. C'est normal, vous venez à la DMD. Écoutez-moi, 200 partisans en votre faveur qui m'ont tous applaudi à la fin. Donc, je veux dire, on peut avoir une autre position. Terminé, on donnera la parole aux Le suicide est possible, sans qu'on ait forcément à mettre au milieu justement le corps médical pour hâter cette fin de vie. C'est ce que je veux dire. Ne légiférons pas sur tout. Pour moi, c'est juste les privilégiés qui peuvent se suicider ou bénéficier de l'euthanasie. Damien Leguet, alors la première chose, si vous voulez, c'est de dire qu'effectivement, moi, il me semble que la question fondamentale, c'est celle de la légalisation de l'euthanasie. Voilà. Tout le monde sait qu'effectivement, la pratique qui existe dans les hôpitaux, c'est qu'à un moment donné,
considérant un accord qui peut exister entre le patient, pour autant qu'il puisse exprimer à ce moment-là, la famille et le corps médical, quelque chose se fait pour que, effectivement, on puisse arriver à des situations qui sont des situations qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, ressembler à ça. Voilà. Donc, la question, c'est la légalisation. L'exemple de la Belgique est là pour nous montrer, à partir du moment où le Rubicon de la légalisation de l'euthanasie est franchi, à ce moment-là, c'est une ouverture. La Belgique a changé 15 fois de loi sur le sujet. On en est maintenant à des personnes qui sont dépressives et qui sont capables d'en passer par l'euthanasie, à des mineurs. On a eu des cas absolument bon. Je trouve que c'est ça la question. C'est la simple question de la légalisation. Après, la pratique, c'est encore autre chose. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus arriver à une situation où on fait, parce que c'est quand même quelque chose, l'État et la loi est là aussi pour mettre des hollas, pour faire l'apologie du suicide. Je veux dire, transformer Anne Bert, qui s'est effectivement suicidée, en quelque chose, en une personne qui est un héros et qui, d'une certaine façon, laisse à penser que la solution pour les personnes qui sont en situation de maladie de Charcot, c'est d'en passer par l'euthanasie et qu'il faut... Personne dit ça. Et qu'il faut... c'est moi qui le dis. Le fait, pas du tout. Le fait simplement, je peux vous dire que toutes les associations des maladies de Charcot ont fait des communiqués pour dire qu'ils étaient absolument outrés qu'on ne considère pas leur situation à eux, le combat qui est le leur pour assister et pour accompagner toutes ces personnes-là, et que les médias découvrent absolument comme si c'était... Voilà, c'est un choix personnel qu'il faut laisser comme un choix personnel et considérer effectivement qu'il doit y avoir de l'accompagnement pour toutes ces personnes-là quand elles le choisissent, et que si les médias mettaient un peu plus la focus sur toutes les associations qui aident au jour le jour toutes ces personnes et tous ces malades, je pense qu'on serait mieux. Je vous donne la parole pour terminer ce débat, si on pourrait un jour le terminer, Bernard. Je crois qu'il est interminable. Un constat. Il me semble que les sujets dont on parle, qui sont à vif, on voit bien que les réactions sont très épidermiques, traduisent aussi un fait qu'on a oublié, qui est celui que la médecine a tellement fait de progrès en un demi-siècle, elle a créé des situations nouvelles, invraisemblables. Des états végétatifs, des EVC, EPR, etc., des comas, la médecine fait des progrès spectaculaires tous les jours. Elle rend chronique un certain nombre de pathologies qui étaient évidemment mortelles, mais évidemment, il y a toujours deux faces, et je crois que nous sommes en plein dans cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire de ce que la médecine a réellement créé en bien. C'est-à-dire que le bien s'accompagne aussi d'effets secondaires qui sont parfois... Alors, je voudrais en revenir à la question de la vieillesse qui est pour moi centrale. Tout à l'heure, on a dit qu'on vieillissait beaucoup. C'est vrai, je crois qu'il y a à peu près... On a doublé en 10 ans le nombre de personnes au-delà de 80 ans. Ça va être exponentiel. Moi, j'ai une inquiétude sur les personnes très âgées. Ce sera sans doute aussi la vôtre. C'est-à-dire que, on voit bien ce monsieur Mercier aujourd'hui, 89 ans. Vivre vieux, c'est pas nécessairement bien vivre. Il y a la question de la dignité, de la fin de vie. C'est aussi la question, pour moi, de la dignité de la vie. Comment on vit âgé? Comment on vit avec des moyens qui sont limités, dans des structures qui sont pas nombreuses ou qui sont pas suffisamment nombreuses en termes de place? Dans certaines régions, il y a un lit pour 10 candidats. Et moi, mon drame philosophique, il est là. C'est-à-dire que je suis content que la médecine, finalement, fasse de tels progrès qu'elle rend chronique un certain nombre de maladies. Par contre, je suis inquiet de voir les conséquences que pourrait avoir une lecture radicale de légalisation par rapport à un public précis qui est, par exemple, celui du grand âge. C'est un autre débat. Merci Bernard-Marie Dupont, merci Michel Amiel, merci Damien Leguet, merci à vous Jean-Luc Romero d'être venu débattre sur ce plateau.